Chapitre 35 19 ans plus tard. Du 19 juin au 3 septembre 2017. À la mi-juin, Harry apprit que l'actuel chef du département des transports magiques avait démissionné et que Percy le remplaçait. Harry ne connaissait pas très bien le chef sortant, Colin Duke, qui avait été placé à ce poste 3 ans auparavant par Ackerley. Il attendit le dimanche suivant pour féliciter Percy, mais celui-ci fut absent du repas dominical. « C'est bien simple. Depuis qu'il a été nommé, je ne le vois plus, » soupira Audrey. « Il dort 1 jour sur 2 au ministère. Les derniers conseils de département, avant le départ de Duke, ont été tendus quand on abordait la question des transports, » leur apprit Hermione. « Ce pauvre Percy, il veut toujours en faire trop, » se lamenta Molly. À la fois par curiosité et poussé par Ginny qui s'inquiétait pour son frère, Harry se rendit au département des transports magiques le lundi suivant. Il arriva dans une antichambre où un inconnu chuchotait férocement à l'intention d'une plume à papote, tout en compulsant des papiers dont il semblait faire l'inventaire. Harry se garda bien de parler pour ne pas gâcher le travail de son interlocuteur, attendant poliment d'être remarqué. Le secrétaire l'aperçut enfin, presque par hasard, et se leva précipitamment alors qu'une tache d'encre explosait sur son document. « Que puis-je pour vous, monsieur Potter ? Un ennui de communication ? » ?»« Non, je voulais juste dire quelques mots au chef de département, s'il n'est pas en réunion. Je vais voir s'il peut vous recevoir. » L'homme alla frapper à la porte qui était derrière lui et, au terme d'un court échange, s'effaça pour laisser passer Harry. « Harry ? J'espère que tu n'as pas un problème de communication, » l'accueillit Percy. Le bureau était couvert de piles de papier et de parchemins, et le beau-frère de Harry était loin d'être aussi impeccable qu'à son habitude. Ses vêtements étaient froissés, et il avait des cernes sous les yeux. Harry se demanda depuis combien de nuits il n'était pas rentré chez lui. « Que se passe-t-il, Percy ?» s'étonna-t-il. « Tu sembles être en train d'affronter une crise. »« Il y a de ça, » soupira son beau-frère. « Ce département est très mal géré depuis plusieurs années maintenant. »« À ce point ?» Colin Duke, qu'Adrian a nommé à ce poste pour le remercier d'avoir soutenu sa carrière, s'est montré en dessous de tout. Impossible de connaître ce qui a été entrepris ces derniers mois, et personne ne semble se rappeler le système de rangement des archives. Ce qui compte, c'est que le réseau marche et que le Poudlard Express nous ramène nos enfants, remarqua Harry. La question est de savoir combien de temps ils vont fonctionner. Depuis mon arrivée, je passe mes journées à rencontrer des personnes qui ont déposé des demandes d'autorisation d'interruption de service pour faire les travaux d'entretien et de modernisation nécessaires et qui n'ont jamais eu de réponse. Et tu n'imagines pas combien de plaintes le réseau de cheminettes a reçues pour acheminement défectueux le mois dernier. Quant à l'état de la volière du bureau de poste de Préolard, c'est une honte. Les chouettes et les pigeons tombent tout le temps malades, ce qui finit par entraîner du retard sur le traitement du courrier. « Pas évident pour toi, » compatit Harry. « Je le savais en acceptant le poste, » reconnut Percy. « Adrian a été honnête avec moi. Ce n'est pas une sinécure et je vais devoir répondre d'une situation dont je ne suis pas responsable. C'est pour ça qu'il a pensé à moi, car il a confiance en moi et il sait qu'il peut compter sur mon dévouement. » Harry haussa un sourcil, reconnaissant bien les flatteries dont usait le ministre quand il cherchait à obtenir une faveur de son interlocuteur. « Je sais, Harry, » assura Percy, qui avait correctement interprété son expression. « Mais il fallait bien que quelqu'un s'y colle, non ? Avec les vacances qui arrivent, toutes nos communications vont être sollicitées davantage que d'habitude. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne me vois pas bloquer une partie du réseau de cheminettes ou mettre le Magicobus en révision. Le Poudlard Express pourrait-il présenter un défaut d'entretien ? S'inquiéta Harry. C'est la première chose que j'ai fait vérifier. Il ne manquerait plus qu'il tombe en panne et laisse plusieurs centaines d'élèves en rase campagne. Maintenant, il faut que j'arbitre entre les autres transports pour savoir comment leur permettre de faire le nécessaire sans trop perturber le service. J'ai vu un ami à toi, Edmond Plunkett. Il gère le Magicobus, le Poudlard Express et la flotte de voitures du ministère. Un ami, c'est beaucoup dire, tempéra Harry. Je l'ai arrêté pour un meurtre qu'il n'avait pas commis il y a de ça quelques années. Eh bien, il n'est pas du genre rancunier, nota Percy. Il m'a demandé de te transmettre ses salutations et de te remercier pour les bons conseils que tu lui as donnés.
Il fallut un petit moment à Harry pour se remémorer la conversation qu'il avait eue avec Edmund alors qu'ils attendaient d'être interrogés pour le procès de sa belle-sœur Janet. Le survivant lui avait recommandé d'arrêter de lire la presse le temps que les journaux l'oublient. « À toi aussi, je vais donner un conseil, » fit Harry en se levant pour ne pas le déranger davantage. « Ce soir, rentre chez toi et offre-toi une bonne nuit de sommeil. » Malgré les craintes de Percy, le Poudlard Express arriva à l'heure, ramenant Victoire, Dominique, Freddy et James. Comme toujours, toute la famille se rassembla au terrier pour accueillir les vacanciers. Les tentes furent montées au milieu de la pelouse pour l'installation estivale coutumière. Tous les adultes ne seraient pas en congé au même moment, mais ils se réjouissaient des soirées qu'ils allaient passer ensemble. Arthur présenta à ses petits-enfants les nombreuses occupations qu'il avait prévues pour les 2 mois à venir. Visite du musée de la magie, c'était devenu une habitude. Il y avait toujours une nouvelle salle à découvrir. Visite de la ferme voisine où l'on trouvait encore des vaches à traire. Spectacle de cirque, moldus et sorciers. Séance de cinéma, chasse au trésor dans le jardin et plein d'autres surprises. Les exclamations joyeuses résonnèrent dans la pièce, comblant d'aise le grand-père. Molly, ravie d'avoir tout son monde autour d'elle, allait de l'un à l'autre pour vérifier que chacun était correctement nourri et installé. Elle était incapable de rester en place tant qu'elle n'avait pas l'impression que tout était parfait. « Mais reposez-vous, Molly, » l'enjoignit Angelina. « Maman, lâche ce balai et laisse-moi faire, » insista Charlie en envoyant sur le sol un grand courant d'air qui chassa les miettes et retroussa les robes. « Tu ne peux pas faire attention, » bougonna Percy, qui avait amené un dossier à lire et dont des feuilles s'étaient envolées. « Allons, les enfants, » tenta de les calmer Molly. « Mon chéri, ce n'est pas l'heure de coucher les petites, » intervint Audrey. « J'arrive dans 5 minutes, » promit Percy. Plus tard, Charlie interpella Ron. « Au fait, quand est-ce que tu l'as, ce permis de conduire ?»« C'est l'été, on a du monde au magasin. On verra à l'automne, » répondit son frère, qui avait déjà pris quelques cours sans grand enthousiasme. « Allons, Ron, tu exagères, ce n'est pas si difficile, » argumenta Ginny, qui l'avait obtenu quelques semaines auparavant. « C'est bien plus facile que voler en balai. Il n'y a que 2 dimensions à gérer, et non 3. »« Leurs panneaux sont incompréhensibles, » protesta Ron. « Je pourrais le passer, moi aussi, maman, » s'enquit Victoire. « Les balais, c'est chouette, mais on ne peut pas en faire partout. » « Passe ton permis de transplanage d'abord, ma chérie. »« Harry, tu pourrais me prêter ta moto cet été ?» demanda Teddy. « Pour la démonter ou l'utiliser ?» se méfia son parrain. « Ça dépend si elle marche bien ou non, » plaisanta le jeune homme. « Tu dois l'insonoriser et la désillusionner quand tu la fais voler, » rappela Harry, qui avait donné des leçons de conduite à son filleul quand il l'avait demandé l'hiver précédent. « Mais oui, t'en fais pas, je sais faire. »« Vic, tu viens faire une promenade avec moi demain ?»« Ouais, trop classe !» s'exclama l'adolescente. À la mi-juillet, Kingsley Shacklebolt vint dîner au terrier. Harry ne l'avait pas revu depuis qu'il avait été remplacé par Adrian Ackerley au poste de ministre de la Magie 3 ans et demi auparavant. Il savait cependant par Arthur, qui avait gardé le contact avec lui, qu'il voyageait beaucoup. « J'ai l'impression de revivre, » confia Kingsley. « Je rencontre chaque jour des personnes nouvelles, je découvre d'autres manières d'expérimenter la magie. C'est passionnant. Pensez-vous briguer un poste à la Confédération internationale des sorciers ou quelque chose dans ce goût-là » avança Harry. « Pourquoi pas ?» confirma Kingsley. « Je pourrais continuer à voyager, revoir mes anciens homologues. » L'ex-ministre demanda à Harry comment il s'entendait avec son supérieur. « Ça ne va pas trop mal, » le rassura le commandant des Aurores. « On s'est accroché 1 ou 2 fois au début, mais maintenant nous savons où sont nos limites respectives et arrivons à bien fonctionner ensemble. » Quelques jours plus tard, ce fut Victor Krum qui débarqua avec toute sa famille, son épouse Jordanka et leurs 2 enfants, Irina et Georgi, âgés respectivement de 15 et 13 ans. Ils faisaient un voyage organisé en Europe et avaient convenu avec Harry de passer une journée au terrier pendant que le reste de leur groupe visitait Londres.
Victor avait raccroché son balai après la Coupe du Monde en Patagonie. Il travaillait désormais pour le ministère de la Magie bulgare, dans ce qui correspondait au département des sports. Jordanka, après de nombreuses années en tant qu'interprète au Bureau du commerce international, se voyait désormais confier d'autres responsabilités. Elle préparait les dossiers pour son chef de service et le précédait parfois de quelques jours pour les pourparlers préliminaires. « Depuis que les enfants sont à Durmstrang, expliqua-t-elle, c'est plus facile pour moi de voyager. Avant, je devais refuser toutes les missions qui ne me permettaient pas de rentrer chez moi le soir. Il faut faire des choix, abonda Ginny. Ce n'est pas toujours évident de concilier notre vie familiale et la réussite professionnelle. Vous avez merveilleusement réussi, la complimenta Jordanka. Savez-vous que votre musée fait partie de notre programme de visite? Nous y sommes allés hier et nos compatriotes l'ont trouvé passionnant. Oh, ce n'est plus mon établissement, fit modestement Ginny. C'est Fleur et Andromeda qu'il faut féliciter. Et bientôt, ce ne sera plus le mien, confia Fleur à son tour. Nous allons aussi profiter de la scolarisation de notre petit dernier. Bill a trouvé un travail à l'étranger. Nous partons pour l'Égypte en octobre. Félicitations, cela va être sans doute passionnant. Je suppose que vous rentrerez pour les vacances, intéressa Jordanka. Pour Noël, c'est certain, je l'ai promis à Molly, répondit Fleur en regardant sa belle-mère, qui avait beaucoup soupiré quand elle avait appris la nouvelle un mois auparavant. Mais je pense que nous en profiterons pour faire voyager les enfants. C'est une bonne école, et parfois un moyen de trouver un mari, ajouta-t-elle en souriant avec affection en direction de Bill. Et comment va votre sœur, sans qui l'épouse de Victor? Très bien, la renseigna Fleur. Elle s'est mariée il y a 4 ans et s'appelle maintenant Madame Vol-au-Vent. Avec son époux Roland, elle élève des mouettes postales en Bretagne. Vous savez, celle qui assure les longs courriers vers l'Angleterre et les pays du Nord ou l'Europe de l'Est. Elle a un petit garçon de 2 ans, Baudouin, et elle attend un autre bébé pour le mois d'octobre. Que de bonnes nouvelles. Vous lui transmettrez mes meilleures pensées, la chargea Jordanka. Je n'y manquerai pas. Nous passerons quelques jours en France avant de partir pour l'Égypte. Cet été-là, ce fut au départ d'Albus que Ginny et Harry durent se préparer. Ils n'étaient pas les seuls à l'appréhender. Si, au début des vacances, James sembla heureux de retrouver son frère, son attitude changea à partir du jour où son cadet reçut sa lettre de Poudlard. Il se mit à taquiner sans trêve le pauvre Albus, lui racontant des horreurs sur Poudlard pour lui faire peur. Harry et Ginny furent obligés d'intervenir. Ils parlèrent sévèrement à James et firent de leur mieux pour rassurer leur cadet. Les 2 dernières semaines semblèrent rapprocher les 2 garçons, James se proposant même de faire des passes à Albus dès que son frère maîtrisa les rudiments du vol sur balai. Ce fut alors Lily qui réalisa qu'elle allait se retrouver seule au Square Grimore durant les 2 années qui la séparaient encore de Poudlard. Elle se plaignit de ce qu'elle considérait comme un abandon. Ron et Hermione, dont l'aîné intégrait également l'école de magie, lui promirent de faire leur possible pour que Hugo et elle puissent se voir souvent. La petite entreprise lancée par Teddy et son ami avait mis quelques mois à se faire connaître, mais les commandes arrivaient petit à petit. Pour ne pas compromettre leurs chances de réussite, les 2 compères limitèrent leurs vacances. Si Teddy les rejoignait chaque soir pour le dîner depuis le début de l'été, il ne prit que quelques jours de vrai repos la première semaine d'août. On ne le vit cependant pas beaucoup au terrier. Il partait tôt le matin sur la moto de Sirius, Victoire derrière lui, et ne rentrait qu'en fin d'après-midi. Harry finit par demander à Ginny « Tu crois qu'il y a quelque chose entre Teddy et Victoire ?»« S'il n'y a rien, il se peut bien que d'ici la fin de l'été, il y ait quelque chose, » répondit-elle en souriant. « Cela n'ennuie pas Fleur et Bill ?» Vic ne leur a jamais demandé la permission pour avoir un petit copain. Je pense qu'ils sont plutôt contents que ce soit, cette fois-ci, quelqu'un qu'ils connaissent et apprécient. Harry décida de ne pas s'en mêler, d'autant qu'Andromeda ne semblait pas non plus s'en formaliser. Celle-ci travaillait à mi-temps pour le musée, car il fallait préparer le départ de Fleur. Heureusement, leur associé, arrivé 3 ans auparavant quand Ginny avait commencé sa carrière de journaliste, se débrouillait bien et était pressentie pour devenir directrice de l'établissement à l'automne. 2 autres femmes avaient été recrutées, et Andromeda ne cachait pas qu'elle attendait que le nouveau trio soit opérationnel
pour s'effacer à son tour et prendre définitivement sa retraite. Comme ils l'avaient prévu au début des vacances, Harry et Ron décidèrent de passer leur permis de conduire. Dans un premier temps, Harry avait un peu traîné les pieds. Mais quand il fut plus à l'aise avec les manœuvres et que son moniteur le fit rouler sur les routes de campagne, il se mit à apprécier cette activité, tout comme il avait aimé être aux commandes de sa moto. Ron avait plus de mal. Sa pratique du balai se faisant plus rare, le temps avait amoindri ses capacités à analyser son environnement. Il se faisait souvent reprocher par son moniteur des refus de priorité ou non-observance des feux ou des panneaux de circulation. Il dut prendre davantage de leçons que prévu et son examen pour obtenir le permis fut reporté à la fin du mois d'août. La dernière semaine avant la rentrée tourna à la catastrophe. Cela commença le dernier samedi du mois d'août, au matin, alors que Percy prenait son petit déjeuner au terrier. Audrey avait réussi à le convaincre de ne pas travailler le week-end. Il reçut un appel sur son miroir et devint blanc quand son interlocuteur délivra son message. Après une seconde de saisissement, il bondit dans le salon. La famille, partagée entre inquiétude et curiosité, l'y suivit en masse. Percy, les mains vertes de poudre de cheminette, les pieds dans le feu magique, hurlait des destinations dans la cheminée, mais ne partait pas. « Chérie, que se passe-t-il » s'effara Audrey. Percy sortit de l'âtre et répondit d'un ton dramatique. « Le réseau de cheminettes est tombé. On ne peut plus aller nulle part. »« On doit encore pouvoir transplaner, » fit remarquer Bill. « Mais tu ne comprends pas. Dans 6 jours, c'est la rentrée. Comment les familles vont-elles faire avec les enfants et les mâles ?» Sans attendre de réponse, il s'élança dehors et disparut dans un pop. « Il n'a même pas fini de déjeuner, » gémit Molly. Quelques heures plus tard, une édition spéciale de la Gazette du Sorcier arriva par hibou. La catastrophe était confirmée. Aucune cheminée britannique ne marchait. Sainte-Mangouste faisait déjà face à une vague de désarticulation, des sorciers ayant perdu l'habitude de transplaner, ayant tenté de le faire, faute d'alternative. Harry avait déjà appelé plusieurs fois les aurores de garde. Ceux-ci lui avaient appris que plusieurs services, dont les policiers magiques, avaient été mobilisés pour venir en aide à la population. Ils intervenaient sur les accidents de transport et pour assister les personnes isolées ne pouvant transplaner. Il fallait aussi empêcher la foule d'envahir le ministère. Pour le moment, les aurores n'avaient pas reçu de consignes particulières. En début d'après-midi, Bill se rendit à Londres sur les injonctions de sa mère avec un panier à provisions et la mission de faire manger son frère de gré ou de force. « Il t'écoutera, » affirma Molly. « Tu es son aîné. » Le briseur de sorts témoigna à son retour. « C'est la folie là-bas, ça court dans tous les sens dans les couloirs. Quant au département de Percy, c'est le chaos. »« Est-ce qu'il a mangé, au moins ?» insista Molly. « Sans problème, maman. Je lui ai jeté un sort de confusion pour qu'il oublie tout, et je l'ai gavé comme une oie. J'ai croisé le ministre en repartant. Percy arrivait presque à se souvenir de son prénom à ce moment-là. « Bill !» murmura Audrey d'un ton angoissé. « J'exagère un peu, » la rassura son beau-frère. Il a mangé et s'est remis au boulot. Pour autant que je puisse en juger, il ne se débrouille pas trop mal et, avec un peu de chance, tout sera rentré dans l'ordre pour la rentrée. Il va coucher là-bas. Je dois revenir ce soir pour lui apporter un dîner et des vêtements propres. » Harry se souvint alors que Percy était parti sans prendre le temps de se changer. Bien que compatissant aux problèmes de son beau-frère, il ne put s'empêcher de sourire en imaginant le chef de département des transports coordonner ses troupes en shorts et t-shirts. Les jours suivants, les sorciers tentèrent de s'adapter. La Gazette fit savoir par son édition du matin que, pour soulager les hiboux, il n'y aurait pas de publication supplémentaire comme il était d'ordinaire de mise dans les situations de crise. On pouvait joindre le journal par miroir. Un répétiteur magique donnait les nouvelles fraîches. Harry remarqua cependant davantage de messagers dans le ciel que d'habitude. « Heureusement qu'on a les miroirs, » commenta Hermione. « Il y a 20 ans, nous aurions été bien plus isolés. » La guilde de la table avait réussi à faire ouvrir une ligne pour que les sorciers puissent commander des denrées alimentaires. Des transplaneurs avertis étaient invités à se faire connaître chemin de traverse et à Préolard
pour servir de livreur. Teddy reçut un message le lundi et partit rapidement, expliquant qu'il avait été réquisitionné par le ministère. Bien que théoriquement en vacances, Harry se présenta à son bureau le lundi matin. Après avoir évalué la situation, il interrompit les congés d'une bonne partie de ses équipes. Une fois n'étant pas coutume, les aurores allaient assister les policiers qui n'arrivaient plus à faire face aux appels par miroir. En effet, aux désarticulations s'étaient ajoutés les accidents de balai, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. « Je me demande ce que les gens ont dans la tête !» grogna Tiern Watchover à Harry quand ils firent le point le lundi dans la matinée. « Pouvez-vous croire qu'hier j'ai vu un type qui avait mis ses beaux-parents et son chien sur un balai ? Ce n'était même pas un modèle familial. »« Et il a pu décoller ?» s'étonna Harry. « Figurez-vous que oui. Il n'est pas allé bien loin. Il a rapidement perdu le contrôle et ils ont tous fini dans un arbre. Un de mes hommes s'est fait mordre quand on est allé les récupérer. Et l'abruti nous a insultés parce qu'on n'a pas réussi à retrouver la queue de son fichu cabot. » Les jours suivants, Harry et ses collègues rassemblèrent des membres éparpillés pour les amener à Sainte-Mangouste et vinrent au secours de balais accidentés pour avoir été trop chargés ou remis en service sans examen technique préalable. Les oubliators couraient d'un endroit à l'autre. Les moldus voyaient des balais dans le ciel ou recueillaient des hiboux postaux à bout de force avec à leurs pattes des messages compromettants. Jason Apollo, que Harry croisa dans un couloir le mercredi soir, était hagard. Le pauvre homme semblait ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours, sans doute obligé de proposer des explications rationnelles à tous ces phénomènes. Comment ça se passe pour les commerçants ? Demanda Ginny à Ron le mardi soir, quand il revint de la boutique. C'est inégal, il y a moins de monde sur le chemin de traverse que d'habitude. Mais entre ceux qui parviennent à transplaner en escorte avec leurs enfants et des moldus qui n'ont pas de difficultés particulières pour arriver par le chaudron baveur, les courses de la rentrée suivent leur cours et on ne s'en tire pas trop mal. À la boutique, on estime quand même qu'on va perdre 50% de notre chiffre d'affaires de la semaine, car les gens n'ont pas trop la tête à acheter des produits qui ne sont pas de première nécessité. Il va falloir rattraper avec la vente par correspondance. Pour les fournitures scolaires, certains ont mis en place un service de livraison. Les familles retrouveront leur achat à King's Cross dans quelques jours. Heureusement qu'on n'a pas attendu la dernière minute pour équiper les enfants, se félicita Fleur. Vous n'êtes pas les seuls, Merlin merci, confirma Ron. Par contre, pour les établissements comme celui de Fort-Arome, c'est perte sèche. Une grande partie de leur clientèle vient pour faire un tour dans la rue et se détendre un moment en terrasse. Ce public a manqué à l'appel cette semaine. De manière générale, les restaurants marchent très mal. Préolard, qui attire habituellement les promeneurs du dimanche, est encore plus gravement sinistré. Du nouveau du côté de Percy ? Demanda Fleur à Bill, qui continuait à être le seul lien entre le chef de département et sa famille. Il fait son possible pour qu'une partie du réseau soit rétablie pour le 1er septembre, mais il n'est pas certain d'y arriver. Il travaille également sur des moyens de transport alternatifs. Ron, si tu pouvais avoir ton permis de conduire d'ici là, ça pourrait servir. Quand dois-tu le passer ? Demain. Quoi qu'il en soit, Hermione pourra amener les enfants. Tu penses que tu ne l'auras pas, sans qui sa femme ? Bien sûr que si, je l'aurai, assura Ron d'une voix agacée. Il va falloir rentrer chez nous plus tôt que d'habitude, avança Angelina. Il faut prévoir plusieurs allers-retours avec tout notre barda. Georges et moi partirons dès demain. Moi qui pensais faire un grand repas jeudi soir, regretta Molly. Tu peux envoyer une lettre de protestation à Percy, proposa Bill. Il pourra la ranger dans sa collection. Le lendemain, Harry prit 1 heure pour aider Ginny à faire les voyages nécessaires pour transporter leurs affaires et leurs enfants au Square Grimoire. Bill et Fleur déménagèrent également. Georges étant au magasin et Ron en train de passer l'examen du permis de conduire, Angelina et Hermione durent se débrouiller toutes seules. Cela ne posa pas de problème à l'Aurore, mais la chef de département de la justice magique se retrouva assez vite à bout de souffle, ses années de travail de bureau lui ayant fait perdre son entraînement. Alors que Harry et Angelina retournaient au ministère, Ginny et Bill se proposèrent pour aider leur belle-sœur. Les Grands-Ducs de Poudlard arrivèrent le jeudi matin,
dans toutes les familles sorcières dont les enfants étaient scolarisés. Ils apportaient des consignes pour rejoindre le Poudlard Express le lendemain. Visiblement, le département des transports magiques ne comptait plus sur une remise en marche du réseau pour le jour J. Le Magicobus avait été réquisitionné pour acheminer les familles les plus éloignées de Londres. L'horaire de passage du bus était noté sur les courriers que reçurent les foyers concernés. La première tournée spéciale commencerait à 7h30 du matin et le dernier circuit se terminerait à 10h45 à King's Cross. Les habitants de Londres et de sa banlieue devaient se déplacer par leurs propres moyens. Un plan des transports londoniens et des passes pour la journée étaient joints à la missive avec des évaluations du temps de parcours zone par zone. Tous ceux qui pourraient venir en voiture ou en taxi étaient invités à le faire. Cela limiterait le nombre de sorciers dans les transports en commun moldus, ce qui était souhaitable pour ne pas attirer l'attention. Pour les foyers ne bénéficiant pas du Magicobus et trop éloignés pour se rendre à la gare par leurs propres moyens, le ministère mettait à disposition toute sa flotte de voitures magiques dont le nombre avait été multiplié par 10 durant la semaine. C'est sur ce chantier que Teddy avait été appelé. Il avait travaillé 12 heures par jour pour enchanter des véhicules moldus. Des chauffeurs les conduiraient pour amener les familles à bon port. Enfin, le courrier transmettait l'injonction du ministère. Il était formellement interdit de venir en balai. Les journaux reprirent ces consignes et y ajoutèrent une autre, destinée à toute la population. Hormis les services de secours, seules les familles qui se rendaient à la gare étaient autorisées à se déplacer ce matin-là. Cette année-là, l'automne sembla arriver brusquement. En cette matinée du 1er septembre, l'air était vif et doré comme une pomme. Ginny était allée la veille louer une voiture qu'elle avait garée devant la maison. Ils l'avaient chargée en fin de soirée, à la faveur de la nuit, pour que leurs voisins ne les voient pas faire léviter les lourdes malles. Le matin, ils auraient encore à sortir les 2 cages contenant les hiboux des garçons. Harry et Ginny avaient cédé à la demande d'Albus d'acheter un autre messager pour lui éviter d'être dépendant de son frère pour leur envoyer du courrier. Il avait jeté son dévolu sur un grand-duc brun moucheté. Le départ se fit dans la confusion habituelle. Les affaires qu'il restait à empaqueter semblaient prendre un malin plaisir à se dérober au regard. Albus ne trouvait plus ses chaussettes. James n'arrivait pas à faire rentrer sa chouette survoltée dans sa cage et Lily avait égaré son ruban à cheveux. Ginny cherchait vainement les clés de la voiture et pestait contre Harry qui, au lieu de l'aider, était en communication par miroir avec son adjoint. Ce matin-là, tous les aurores et policiers n'ayant pas d'enfants à Poudlard étaient sur le pont pour vérifier que leurs concitoyens suivaient bien les consignes. Enfin, chacun retrouva ses effets et les derniers bagages furent bouclés. Ils sortirent de la maison par la porte donnant sur la rue et s'engouffrèrent dans la voiture. Pendant le trajet, les 2 garçons semblaient se disputer à l'arrière, mais ni Harry au volant, ni Ginny qui, à l'aide d'un plan de Londres, le guidait pour rejoindre leur destination en dépit des embouteillages et des sens interdits, ne purent saisir leurs propos. Enfin, ils parvinrent à destination, mais ils durent tourner plus d'1 quart d'heure pour trouver une place libre. Les fumées des pots d'échappement et le souffle des piétons étincelaient, tels des toiles d'araignée dans la fraîcheur de l'atmosphère, tandis que la petite famille traversait d'un pas sautillant la rue grondante de circulation en direction de la grande gare aux murs noircis de suie. Lily était en pleurs, son courage fondant alors que le départ de ses frères devenait plus réel. « Ce ne sera pas long, toi aussi tu iras », lui promit Harry pour la 10e fois. « 2 ans !» dit Lily en reniflant. « Je veux y aller tout de suite !» Les banlieusards regardaient les hiboux avec curiosité au passage de la famille qui se frayait un chemin en direction de la barrière séparant les voies 9 et 10. La voix d'Albus, qui marchait devant lui, parvint à Harry au milieu de la clameur environnante. Ses fils avaient repris la dispute commencée dans la voiture. « Je n'irai pas à Serpentard !»« James, arrête un peu !» s'exclama Ginny. « J'ai simplement dit qu'il y serait peut-être !» fit remarquer James en adressant un sourire à son jeune frère. « Il n'y a pas de mal à ça. Il sera peut-être à
mais James croisa le regard de sa mère et se tut. Les 5 poteurs s'approchèrent de la barrière. D'un air supérieur, James jeta un coup d'œil à son jeune frère par-dessus son épaule, prit le chariot des mains de sa mère et se mit à courir. Un instant plus tard, il avait disparu. « Vous m'écrirez, hein ?» demanda alors Albus, tirant profit de l'absence momentanée de son frère. « Tous les jours si tu veux, proposa Ginny. « Pas tous les jours, répliqua précipitamment Albus. James dit que la plupart des élèves ne reçoivent des lettres de chez eux qu'une fois par mois. Nous avons écrit à James 3 fois par semaine l'année dernière, dit Ginny. Et il ne faut pas croire tout ce qu'il te raconte sur Poudlard, rappela Harry. Il aime bien se moquer de toi, ton frère. Côte à côte, ils poussèrent le 2e chariot en prenant de la vitesse. Lorsqu'ils atteignirent la barrière, Albus fit une grimace, mais il n'y eut aucun choc et la famille émergea sur le quai de la voie 9¾ obscurcie par l'épaisse vapeur blanche que produisait la locomotive écarlate du Poudlard Express. Des silhouettes indistinctes s'affairaient au milieu de cette brume dans laquelle James s'était déjà volatilisé. « Où sont-ils » demanda Albus. Anxieux, il scrutait les formes imprécises qu'il croisait en s'avançant sur le quai. « On va les trouver » lui répondit Ginny d'un ton rassurant. Mais la vapeur était dense et il était difficile de reconnaître les visages. Les voix qui semblaient désincarnées étaient étrangement sonores comme surnaturelles. Harry aperçut Percy, venu superviser l'arrivée des familles, et décida de ne pas aller le voir tout de suite. Il avait sans doute beaucoup à faire. Il n'était rentré qu'une seule fois chez lui depuis le début de la crise. « Je crois que c'est eux, Hal !» dit soudain Ginny. Un groupe de 4 personnes émergea de la brume, à côté du tout dernier wagon. Ce fut seulement lorsque Harry, Ginny, Lily et Albus arrivèrent devant eux que leur visage devint net. « Salut !» dit Albus, qui paraissait profondément soulagé. Rose, déjà vêtue de sa toute nouvelle robe de Poudlard, lui adressa un sourire radieux. « Alors, tu as réussi à ranger la voiture ?» demanda Ron à Harry. « Moi, oui. » Hermione ne croyait pas que je puisse passer un permis de moldu. Et toi ? Elle pensait qu'il faudrait que je jette un sort de confusion à l'examinateur. « Ce n'est pas vrai !» protesta Hermione. « J'avais parfaitement confiance en toi. » « En fait, je lui ai vraiment jeté un sort de confusion, » murmura Ron à Harry pendant qu'il chargeait à bord du train la grosse valise et le hibou d'Albus. « J'avais simplement oublié de regarder dans le rétroviseur et, entre nous, je peux très bien m'en passer en utilisant un charme supersensoriel. » De retour sur le quai, ils trouvèrent Lily et Hugo, le jeune frère de Rose, discutant avec animation de la maison dans laquelle ils seraient envoyés le jour où ils iraient enfin à Poudlard. « Si tu n'es pas à Gryffondor, on te déshérite !» lança Ron. « Mais je ne veux pas te mettre la pression. »« Ron !» Lily et Hugo éclatèrent de rire, mais Albus et Rose avaient un air grave. « Il dit ça pour rire !» assurèrent Hermione et Ginny. Mais Ron ne faisait plus attention à eux. Croisant le regard de Harry, il lui montra d'un discret signe de tête un endroit du quai situé à une 50aine de mètres. Pendant quelques instants, la vapeur s'était un peu dissipée et 3 personnes se détachaient nettement parmi les volutes de fumée. « Regarde qui est là. » Drago Malfoy, un manteau sombre, boutonné jusqu'au cou, était avec sa femme et son fils. Son front commençait à se dégarnir, ce qui accentuait son menton pointu. Le jeune garçon ressemblait à Drago, autant qu'Albus à Harry. Apercevant Harry, Ron, Hermione et Ginny qui l'observaient, Drago leur adressa un bref signe de tête et se détourna. « Voici donc le petit Scorpius, » murmura Ron. « Arrange-toi pour être toujours meilleur que lui en classe, Rosie. Dieu merci, tu as hérité de l'intelligence de ta mère. »« Ron, pour l'amour du ciel !» dit Hermione, moitié sérieuse, moitié amusée. « N'essaie pas de les dresser l'un contre l'autre avant même qu'ils aient commencé l'école. »« Tu as raison, » admit Ron. « Désolé. » Mais incapable de s'en empêcher, il ajouta. « Ne sois quand même pas trop ami avec lui, Rosie. Grand-père Weasley ne te le pardonnerait jamais si tu épousais un sang pur. »« Hé !» James avait réapparu.
Il s'était délesté de sa grosse valise, de son hibou et du chariot, et de toute évidence, il avait une grande nouvelle à annoncer. « Teddy est là-bas !» dit-il tout essoufflé, en pointant l'index par-dessus son épaule vers le nuage de vapeur. « Je viens de le voir, et vous savez ce qu'il faisait? Il embrassait Victoire !» Il leva les yeux vers les adultes, manifestement déçus par leur absence de réaction. « Notre Teddy, Teddy Lupin, en train d'embrasser notre Victoire, notre cousine. » Alors j'ai demandé à Teddy ce qu'il faisait. « Tu les as dérangés ?» s'exclama Ginny. « Tu es comme Ron. » Et il m'a répondu qu'il était venu lui dire au revoir. Et ensuite, il m'a dit de m'en aller. « Il l'embrasse !» ajouta James, comme s'il avait peur de ne pas avoir été assez clair. Les 4 adultes échangèrent un regard amusé. Visiblement, les enfants n'avaient pas compris ce qu'avaient signifié les longues absences des 2 aînés durant l'été. « Oh, ce serait merveilleux s'ils se mariaient !» murmura Lily avec ravissement. « Teddy ferait vraiment partie de la famille. »« On le voit tous les dimanches et il passe régulièrement dîner à la maison, » dit Harry. « Pourquoi ne pas lui proposer d'habiter chez nous, comme ça ce serait fait ?»« Ouais !» s'écria James avec enthousiasme. « Je veux bien partager ma chambre avec Al. Teddy pourrait avoir la mienne. »« Non !» répliqua fermement Harry. « Al et toi, vous ne partagerez la même chambre que lorsque j'aurai décidé de démolir la maison. » Il consulta la vieille montre bosselée qui avait appartenu autrefois à Fabian Priouette. « Il est presque 11 heures. Vous devriez monter dans le train. »« N'oublie pas de transmettre nos amitiés à Neville, » dit Ginny à James, qu'elle serrait dans ses bras. « Maman, je ne peux pas transmettre mes amitiés à un professeur. »« Mais tu connais bien Neville. » James leva les yeux au ciel. « En dehors de l'école, oui, mais en classe, c'est le professeur long du bas, tu comprends ? Je ne peux pas entrer en cours de botanique et lui transmettre des amitiés. » Il hocha la tête d'un air navré devant la sottise de sa mère et, pour se défouler, donna un coup de pied en direction d'Albus. « À plus tard, Al, fais attention aux sombrales. »« Je croyais qu'ils étaient invisibles. Tu m'as dit qu'ils étaient invisibles. » James éclata de rire. Il autorisa sa mère à l'embrasser, étreignit brièvement son père, puis bondit vers le train qui se remplissait rapidement. Ils le virent agiter la main vers eux avant de se précipiter dans le couloir du wagon pour retrouver ses amis. « Tu n'as pas à avoir peur des sombrales, » dit Harry à Albus. « Ce sont des créatures très gentilles, elles n'ont rien d'effrayant. De toute façon, tu n'iras pas à l'école dans les diligences, on t'y amènera en barque. » Ginny embrassa Albus. « On se reverra à Noël. »« Au revoir, Al, » dit Harry à son fils, qui se serrait contre lui. « N'oublie pas que Hagrid t'a invité à prendre le thé vendredi prochain. Ne t'approche pas de Peeves, ne te bats pas en duel tant que tu n'auras pas appris à le faire, et ne laisse pas James te raconter n'importe quoi. »« Et si je suis à Serpentard ?» La question qu'il avait murmurée était destinée uniquement à son père. Harry savait que seul le moment du départ pouvait forcer Albus à révéler à quel point sa peur était profonde et sincère. Il se reprocha d'avoir cru son cadet davantage aguerri contre les plaisanteries de son frère. Lui et Ginny auraient dû se montrer plus vigilants. Harry s'accroupit, le visage de son fils un peu au-dessus du sien. Des 3 enfants de Harry, Albus était le seul à avoir les yeux de Lily. « Albus Severus, » dit-il. Il parlait à mi-voix pour que personne ne puisse l'entendre en dehors de Ginny. Elle eut le tact de faire semblant de ne pas écouter, adressant des signes de la main à Rose qui était montée dans le train. « Tes 2 prénoms t'ont été donnés, » poursuivit Harry, en souvenir de 2 directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard, et il était sans doute l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Mais dis-moi simplement, si c'était le cas, alors Serpentard gagnerait un excellent élève, n'est-ce pas? Pour nous, ça n'a pas d'importance, Al. Mais si ça en a pour toi, tu pourras choisir Gryffondor plutôt que Serpentard. Le choix pot magique tiendra compte de tes préférences. Vraiment? C'est ce qui s'est passé pour moi, dit Harry. Il n'en avait jamais parlé à ses enfants jusqu'à maintenant, et lorsqu'il prononça ces mots, il vit sur le visage d'Albus une expression émerveillée. Harry se prit à espérer qu'il ait le courage de sortir de la dichotomie Gryffondor-Serpentard et qu'il envisage Serdaigle ou Poufsouffle pour tracer son propre chemin. Il voulut ajouter une remarque en ce sens, mais déjà les portes claquaient
tout au long du convoi écarlate, et les silhouettes floues des parents se massaient devant les wagons pour un dernier baiser, une dernière recommandation. Albus sauta dans le train, et Ginny ferma la porte derrière lui. À côté d'eux, des élèves étaient penchés aux fenêtres. De nombreuses têtes, dans les wagons et sur le quai, semblaient s'être tournées vers Harry. « Pourquoi est-ce qu'il te regarde comme ça ?» interrogea Albus, qui savait que son père n'appréciait pas d'être le point de mire de l'assemblée. « Ne t'inquiète pas, dit Ron, c'est à cause de moi. Je suis extrêmement célèbre. » Albus, Rose, Hugo et Lily éclatèrent de rire. Le train s'ébranla et Harry le suivit le long du quai, observant le visage mince de son fils, les joues déjà rouges d'excitation. Harry agitait la main et lui souriait, même s'il ressentait un peu comme un déchirement le fait de voir son fils s'éloigner ainsi de lui. La dernière trace de vapeur se dissipa dans l'atmosphère de l'automne. Le train disparut dans un virage. Harry levait toujours la main en signe d'adieu. « Tout se passera bien pour lui », murmura Ginny. Harry la regarda, puis, d'un geste machinal, il abaissa la main et caressa sur son front la cicatrice en forme d'éclair. « J'en suis sûre. » Les 19 années qui s'étaient écoulées lui avaient apporté de nombreuses satisfactions. Un métier où il s'épanouissait, une communauté qui était devenue plus juste et plus ouverte, des amis de longue date dont il était toujours très proche, de nouvelles connaissances qui s'étaient ajoutées et une vie de famille qui le comblait. Tout était bien. Vous êtes arrivé à la fin du tome 4 de Harry Potter 7/3 de Alix. Vous trouverez juste après en annexe un petit mot de l'auteur qui a tenu à s'exprimer, suivi de la lecture de ses explications quant au canon de J.K. Rowling, puis de la lecture des remerciements écrits dans son livre. Merci de votre écoute. Bonjour, ici Alix, l'autrice de la saga Harry Potter 7/3. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette histoire que j'en ai eu à l'écrire. N'hésitez pas à regarder du côté des fanfictions sur Internet. On y trouve de multiples récits qui permettent de prolonger nos œuvres préférées. L'idée de proposer des fanfictions au format audio est formidable et je vais suivre avec intérêt les futures sorties de Sonorous, l'association qui a lancé l'idée et qui l'a mise en pratique. Je tiens ici à remercier les lecteurs bénévoles qui ont donné leur voix. Malgré un matériel non professionnel, ils ont réussi à obtenir des enregistrements de bonne facture. Je m'excuse auprès d'eux pour les phrases longues et compliquées que je les ai obligés à prononcer. Je vous ai lu moi-même le dernier chapitre et j'ai pu mesurer la difficulté de l'exercice et amèrement regretter d'avoir écrit des phrases aussi alambiquées. Nous devons aussi beaucoup aux petites oreilles qui ont écouté les enregistrements à fin de correction et qui nous ont évité bafouilles et autres fautes de lecture. Je tire également mon chapeau aux monteurs qui ont assemblé des pistes disparates et nous ont livré un ensemble harmonieux, plaisant à écouter. Toutes mes félicitations, enfin, à l'équipe qui a coordonné tout ce petit monde et qui a mené son projet à bien malgré tous les obstacles et contretemps qui se sont présentés. Grâce à tous leurs efforts, cette histoire, qui n'existait jusque-là qu'au format écrit, a pu se renouveler et parvenir jusqu'à vous. J'espère que vous avez apprécié ma vision du monde de Harry Potter et je vous souhaite, pour la suite, d'agréables lectures. L'histoire et le canon. Certains éléments peuvent sembler différer des sources dont je m'inspire. En voici l'explication. La première année de Harry et Hermione après la guerre. L'information selon laquelle Harry est entré chez les Aurores juste après la guerre a été donnée dans le podcast TLC avec J.K. Rowling du 23 décembre 2007. Harry et Ron n'y sont pas retournés à Poudlard, mais Hermione si. Quand cette interview apparut, j'avais déjà écrit que Harry retournait à Poudlard après la guerre et que Hermione entrait immédiatement au ministère de la magie après avoir passé ses examens sans refaire d'année. J'ai préféré garder ma version. Le travail de Ron.
Rowling s'est un peu contredite à son sujet. Chat, 30 juillet 2007. Ron a rejoint George chez Weasley, farce pour sorciers facétieux, où ils ont gagné beaucoup d'argent. Podcast TLC, 23 décembre 2007. Ron, qui n'était pas très bon à l'école, aurait pu vouloir y retourner juste pour faire le mariole pendant 1 an, faire une pause. Mais il va au département des aurores, on a besoin de lui. Elle a plus tard redonné une cohérence à cette apparente contradiction. Après la bataille, Weasley, dont la célèbre chevelure rousse semble se clairsemer un peu, est immédiatement entré au ministère de la magie tout comme Potter. Mais il a quitté son poste au bout de 2 petites années pour aller co-gérer le magasin des Weasley appelé Farce pour sorciers facétieux qui vend des farces à trappe et qui connaît un franc succès. Pottermore et Skeeter à la Coupe du Monde de Quidditch 2014. J'ai gardé ma version écrite suite au chat du 30 juillet déjà posté au moment du podcast. Le nouveau directeur de Poudlard. Dans une interview diffusée le 30 juillet 2007, J.K. Rowling a indiqué qui va diriger Poudlard. Ce sera quelqu'un de nouveau. McGonagall se fait vieille, donc quelqu'un de complètement nouveau. Elle s'est contredite ensuite en citant le professeur McGonagall, directeur de Poudlard, dans les contes de Biddle le Barde. Pour ma part, je suis restée sur sa première intention. La date de naissance de James. Au moment où je mettais en place le mariage de Harry et Ginny et la naissance de leurs enfants, il y avait une incertitude sur l'année de naissance de James. On savait qu'il était déjà élève de Poudlard dans l'épilogue 19 ans plus tard, mais il n'était pas précisé s'il y entrait en seconde ou en 3e année. J'ai choisi de le faire naître le plus tard possible pour que la carrière de ses parents se mette en place. Je suis donc partie sur l'hypothèse qu'il aurait 12 ans dans l'épilogue et je l'ai fait naître en juillet 2005. Le chapitre relatant sa naissance a été publié en 2009. Le 1er septembre 2015, J.K. Rowling a tweeté pour souhaiter une bonne rentrée à James. Il rentre donc en 3e année dans l'épilogue et aurait dû naître avant septembre 2004, ce qui met à mal mon hypothèse. La profession de Anna Abbott. Le 19 octobre 2007, au Carnegie Hall, J.K. Rowling affirme « Pour être extra cool, Neville Londubat a épousé la femme qui a fini par devenir la propriétaire du chaudron baveur, ce qui, je pense, l'a rendu très cool aux yeux des élèves et qu'ils vivent au-dessus du pub. Il a épousé Anna Abbott. » En 2014, Rita Skeeter à la Coupe du Monde de Quidditch écrit « Anna, Londubat et sa femme vivaient jusqu'à récemment au-dessus du chaudron baveur à Londres, mais on raconte que Anna, en plus d'avoir suivi une formation de guérisseuse, a postulé pour le poste d'infirmière à Poudlard. Là encore, je suis restée sur la première information. » Remerciements. Je dois énormément aux relecteurs qui sont intervenus sur cette série au long de sa publication ou qui se sont dévoués pour la présente édition. Ils ont efficacement participé à l'élaboration du texte. Pour la publication sous forme de livre, j'ai été conseillé et accompagné par Morgwen et Artemisia. Watou a proposé ses illustrations pour les couvertures. Grand merci également à mes nombreux lecteurs en ligne qui ont rendu cette aventure riche en échanges et en rencontres. Leur présence ont donné un sens à ce long moment d'écriture et leur présence a été salutaire. Certaines de leurs idées ont pu être exploitées dans cette histoire. Je leur suis particulièrement reconnaissante pour leur patience. Ceux qui ont découvert cette histoire dès le début ont dû attendre 10 ans pour en lire l'épilogue. Les retrouver après des mois d'interruption a toujours été un immense plaisir pour moi.